comme Magali vous l'a dit, je m'appelle donc Laure Lagarde, je suis business coach pour inventeurs et créateurs, donc dans l'optique vraiment de les amener à pas industrialiser, ça c'est un mot qui vient de mon monde d'avant, mais du moins de vendre et de mettre en petite série dans un premier temps et d'amener à vendre après ces produits. Donc aujourd'hui, j'ai moi-même un site e-commerce qui s'appelle Spilo, qui marche plutôt pas mal. Donc j'ai, on va dire, tout coordonné de A à Z avec différents intervenants qui m'ont assisté sur ce développement. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai dû aborder autant la vente en ligne, donc ça c'était quelque chose de nouveau pour moi au niveau de la création du site. Donc développer énormément de compétences sur la vente en ligne, et également, donc, pour mon ancienne vie, on va dire, j'étais responsable produit donc dans l'innovation, dans l'aéronautique, puis dans les énergies renouvelables, et acheteuse aussi pendant de nombreuses années. Donc, autant j'étais vraiment de l'autre côté de la barrière, donc j'étais acheteuse. Alors là, j'avais Tesla, j'avais Bolloré en face de moi, c'était vraiment pour des grands comptes. Mais j'ai été formée à la négociation, à la vente, à l'achat pendant plusieurs années. Voilà, donc ça c'est pour commencer. Et puis donc avec Magali, on a vu en effet comment adapter justement un peu ces méthodes des grands groupes, ce qu'on a pu apprendre, comment l'adapter au monde du craft, donc plus particulièrement pour les créateurs qui font aussi bien des créations uniques ou qui font des petites séries, et également pour les artistes, vraiment au sens propre du terme, qui ont eux aussi besoin d'avoir des notions de vente. Donc déjà, les grands principes d'une vente et d'une vente authentique. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment que vous ressortiez de là en vous disant qu'en fait, on est un peu tous des vendeurs et que c'est juste quelque chose qu'il faut intégrer en nous et qu'il faut être OK avec la vente. Et pour ça, déjà, il y a des grands principes à retenir quand on fait de la vente. Le premier principe, et ça c'est très, très important à tout niveau, c'est vraiment, l'écoute. L'écoute de votre client. Donc déjà, il faut définir, c'est souvent on se dit que c'est des choses qui sont pas forcément nécessaires dans un premier temps, mais vraiment faites-le. Faites déjà définissez 2 ou 3 clients idéaux, un peu ce qu'on appelle votre avatar. Quels sont vos clients? Quels âges ils ont? Quel mode de vie ils ont? Et comme ça, vous serez à même de pouvoir leur parler et de pouvoir surtout, surtout les comprendre et les écouter. Voilà, c'est normalement dans une vente, on va dire, classique, qui respecte l'art de la vente, vous devez parler le vendeur ne parle que 20 du temps et le client, lui, vous lui laissez l'espace de parler au moins 80 de l'entretien et comme ça va vous aider à mieux comprendre ses besoins. Ça, c'est vraiment un point très important. N'anticipez pas ses besoins, posez-lui des questions et pratiquez une écoute active. Essayez vraiment de le comprendre. Et ça, c'est ce qui va vous permettre en fait d'arriver sur le deuxième point, c'est-à-dire la flexibilité. La flexibilité, c'est très important. Par exemple, j'avais coaché une amie qui faisait de la pâtisserie, de la création en pâtisserie. C'était un peu des œuvres uniques, hein, et elle avait vu donc une personne pour lui vendre ses prestations et en fait, elle était restée campée, elle avait son forfait. Mon forfait, c'est ça. Et elle n'avait pas vraiment écouté les besoins de sa cliente, qui en fait, elle ne voulait juste commencer, surtout au départ, surtout quand on n'a pas encore de relation avec son client. Le client souvent veut commencer petit. Et en fait, elle n'a pas écouté le vrai besoin de son client, qui était juste une partie de son forfait, et elle n'a pas su se désolidariser en fait du forfait avec lequel elle était venue. Et ça a été une erreur parce qu'en fait, elle aurait vraiment bouclé la vente si elle avait écouté son client et si elle avait été flexible sur son offre. Donc ça, très important de vraiment le prendre en compte. Voilà, ne restez pas campé sur vos positions. Et ça, c'est valable autant pour le créateur que pour le gros industriel. J'avais eu une négociation une fois avec le directeur de Samsung, donc c'était en anglais, c'est un Coréen, le directeur commercial de Samsung, pardon. Et lui, en fait, je sentais que tout ce qu'on lui proposait, ça n'allait pas. C'était vraiment, c'était complètement déroutant. J'avais bien préparé tout ça et au bout d'un moment, j'ai tout arrêté parce que je me suis dit: «Là, on va tous dans le mur». Et j'ai tout arrêté et je lui ai vraiment demandé: «Écoutez», j'ai été honnête, en fait, ça, c'est un des grands principes. En fait, c'est l'inverse de tout ce qu'on se dit d'une vente. J'ai été transparente, honnête, j'ai tout posé et je lui ai dit: «Là, je vous sens pas, en fait, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je sais que si vous êtes ici, c'est qu'il y a potentiellement un accord qui est possible,
Mais là, voilà, vous me dites non. Est-ce qu'il y a quelque chose dont je ne suis pas au courant qui vous empêche de communiquer avec nous? Donc voilà, pour revenir avec mon histoire avec le directeur commercial de Samsung. Donc lui, il bloquait, il me répondait pas. En plus, bon, les Coréens, c'est encore un profil différent, on va dire, pour la vente. Et là, donc quand j'ai tout posé, je lui ai dit: «Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas». Donc c'était qui tout double, hein, parce que la personne pouvait se dire: «Elle se prend pour qui celle-là? À tout arrêter», voilà, et me demander qu'est-ce qui va pas. Parce que je rentre un peu dans le personnel, je rentre un peu dans son voilà, là, on était sortis de nos positions. En fait, je rentre un peu plus dans le personnel. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui ne va pas? Et là, en fait, il avait aucune confiance sur nos prévisions de vente, sur nos projets et sur l'accomplissement de nos projets. En gros, il nous prenait un peu pour des petits joueurs sur le produit que moi, c'était pour les batteries, je lui achetais les batteries, et il était vraiment pas sûr que l'on concrétise ses projets. Donc en fait, pour lui, il m'écoutait d'une oreille parce qu'il disait: «Bon, de toute façon, ça va pas le faire». Et une fois qu'il m'a dit ça: «Je n'ai pas confiance sur vos projets», là, on a pu cerner, en fait, son vrai besoin, c'était d'être réassuré, d'être en confiance avec notre potentiel. Et donc là, j'ai pris une autre option parce que bon, ça c'est plus de la négociation, mais j'avais préparé avant en fait les différentes possibilités. Et donc tout ça pour dire que c'est vraiment de la flexibilité, arriver avec plusieurs options en fait quand vous faites de la vente. Il faut toujours avoir les objections de votre client en tête. Il faut toujours écouter son besoin et pouvoir cibler pendant la vente en fait, pouvoir recibler et réorienter son offre. Voilà, donc vraiment ne pas être campé sur ses positions. Et également un 3e point, c'est vendez-lui alors, je sais que c'est une phrase qui est connue, ça j'ai pas cité, hein, mais c'est pas de moi. Vendez-lui ce qu'il veut, donnez-lui de ce dont il a besoin. Et c'est aussi exactement ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, et ça c'est valable pour les créations ou c'est valable, pour des formations, qui se disent: «En fait, moi je veux ça, ça, ça», mais en parlant avec eux, on se rend compte qu'en fait, que ce dont ils ont besoin, c'est plutôt ça et ça. Mais n'allez pas forcément à son encontre, encore une fois, vous êtes dans un échange bienveillant, donc en fait, n'allez pas forcément à son encontre et à la limite, dites: «OK, je vais vous donner ce que vous voulez et en plus, je pense que je pourrais compléter avec tel ou tel service ou telle création qui va compléter votre demande». Donc voilà, il faut pas frustrer, en fait, il faut laisser croire à l'acheteur, au vendeur, pardon, que c'est, ce qu'il veut, il va l'obtenir. Ça, c'est important. Après tout en respectant des principes bien sûr, hein, comme il ne faut surtout pas brader le prix, ça il y a d'autres techniques que l'on va voir. Mais ça, c'est quelque chose d'important, de lui donner la sensation qu'en fait qu'il achète ce qu'il souhaitait. Et donc donner avant de recevoir, ça aussi encore une fois, c'est une des notions d'une vente authentique. Ne vendez pas pour vendre en fait, donnez vraiment pour vous faire déjà plaisir à vous. Donner pour, voilà, quand on dit donner avant de recevoir, c'est vraiment n'hésitez pas à offrir du contenu gratuit, offrir un petit quelque chose en plus qui va permettre de d'inciter votre client à l'achat. Comme par exemple, s'il vient acheter, il vient acheter un logiciel que vous avez créé, autour de la CAO ou quelque chose comme ça. Vendez-lui un petit plus, vendez-lui le manuel, enfin, justement, offrez-lui le manuel, offrez-lui un guide, offrez-lui un e-book ou offrez-lui quelque chose aussi de physique, comme par exemple, si vous vendez des créations, vous pouvez très bien faire des petites créations complémentaires qui, vous, ne vous prennent quasiment pas de temps. Donc ça, c'est à vous de définir quelque chose qui vous prend très peu de temps et que vous pouvez mettre en petits compléments. Et ça peut faire toute la différence. Pensez vraiment à avoir un produit comme ça, c'est des produits qu'on appelle des post-sell ou des upsells qui viennent compléter en fait votre produit initial et qui vont vraiment inciter à l'achat ou que Voilà. ce soit du physique. Donc une petite création qui vous prend très peu de temps, à vous de la définir, mais vraiment, ça c'est quelque chose et sans même que votre client le demande avant, hein. Là, on n'est même pas rentré dans un acte de négociation de vente, hein. C'est vraiment, vous pouvez dire: «Ah bah, en plus, je vous offre, ce petit plus, voilà, ça me fait super plaisir, parce que je l'ai fait et voilà, c'est pour mes clients, je veux faire plaisir à mes clients». Et ça, vraiment les personnes, enfin et vous-même, hein, vous voyez bien quand vous voulez acheter quelque chose, ça c'est quelque chose qui va vous toucher quand même, ce petit plus que le créateur, s'est donné du mal pour vous offrir.
Donc n'hésitez pas, faites-le. Par exemple, sur mon site e-commerce, moi j'offre le masque de nuit, quand ils achètent donc un produit, j'offre vraiment le masque de nuit en soie, donc qui moi me coûte quand même, me coûte un certain montant, mais pas non plus un montant qui va, ça il faut étudier les prix avant, hein, c'est très important, mais pas un montant qui va m'enlever ma marge, qui va me supprimer ma marge et c'est quelque chose qui les incite, vraiment à l'achat. Même parfois, vous pouvez augmenter votre prix en se disant: «Bah, grâce à ce petit produit que je leur offre, en fait, vu que ça va les inciter, je peux me permettre d'augmenter mon prix». Voilà, donc ça, c'est vraiment un peu le mix prix, il faut aussi qu'il faut travailler de votre côté. Tout le monde est là? Ça marche bien? OK. Oui, moi, enfin, je t'entends. Alors, une fois que vous avez ces grands principes en tête, comment inciter plus concrètement vos clients à l'achat? Donc en fait, déjà le storytelling. Donc je disais que le client vient acheter un univers, il vient pas seulement acheter une création, un produit, une formation, il vient acheter un univers. Il veut être la personne, quand il va accrocher par exemple une œuvre dans son salon, enfin quand il va avoir une œuvre dans ce salon, il veut être en mesure de pouvoir dire, c'est la dernière artiste, qui a innové en termes de technique, en aquarelle par exemple. Voilà, raconter un peu l'histoire autour de, l'achat qu'il a fait et ce storytelling est d'autant plus important qu'on est sur des œuvres uniques, donc où le client vient vraiment acheter quelque chose, où il a l'impression d'avoir fait un achat, qui sera juste pour lui et ça, c'est vraiment un point à prendre en compte quand vous êtes sur des œuvres uniques, de mettre tout un storytelling autour. Donc, n'hésitez pas à raconter votre histoire, vos expériences, les techniques que vous utilisez. Soyez vraiment dans la, transparence. Ensuite, qu'est-ce qui incite également les clients à l'achat? C'est la preuve sociale. Ça, on l'avait vu pour ceux qui ont suivi le module, le webinaire sur la digitalisation. Donc la preuve sociale, c'est très important également, mais que vous soyez créateur, sur des œuvres uniques ou, sur des petites séries, la preuve sociale, c'est vraiment ce qui va faire basculer, en fait, un achat. Moi, je le vois, hein, clairement, c'est parfois j'ai beau leur dire des choses à mes clients, en fait, ça va être le fait de dire qu'un tel ou un tel a recommandé, ce produit qui va faire basculer l'acte d'achat. Donc n'hésitez pas, tous les commentaires, les articles, les avis clients, les expositions que vous avez pu faire, mettez-les en avant. Ce n'est pas se vanter, c'est juste, le faire en toute, objectivité. OK? Ensuite, bien sûr, la notion de rareté, ça, c'est quelque chose qui va également inciter vos clients à l'achat. Je vous assure, si vous utilisez tout ça, vos clients, ils rentrent chez vous, ils achètent. Donc, la notion de rareté, ça, c'est quelque chose aussi qui est à utiliser. C'est pas du tout pour mettre le client sous pression, c'est plus parce que vis-à-vis de vous, en fait, je trouve ça correct aussi que votre client comprenne que vous n'avez pas toute la vie devant vous pour, vendre votre produit, que, vous avez d'autres clients aussi, si eux ne veulent pas acheter vos créations, en fait, vous préférez passer votre temps avec d'autres clients qui seront plus intéressés. C'est important aussi que le client sente ça, OK? Ça ne veut pas dire que, vous le négligez, mais c'est important que vous aussi, vous lui montrez que vous êtes une personne à part entière, qui doit vendre ses produits, et qui ne peut pas se permettre, de passer trop de temps à l'acte de vente. Donc en fait, quelles sont les techniques? Vous pouvez mettre un délai. J'avais une amie, elle, qui était plus dans la vente, pour les architectes, dans la vente d'une formation pour les architectes et à chaque fois, tous les architectes disaient: «Oui, oui, je reviens vers toi, je reviens vers toi». Et le jour où je lui ai dit: «Mais en fait, donne-leur une échéance, dis-leur: "J'ai vraiment besoin de votre réponse sous 48 heures parce que sinon je vais devoir travailler avec d'autres clients, ça ne sera pas possible." Et depuis qu'elle a fait ça, tout simplement, les clients, enfin elle a un taux, de clients qui répondent par l'affirmatif beaucoup plus élevé, parce qu'elle a donné un délai. Voilà et ça, c'est ce qui s'appelle se faire respecter tout simplement dans la vente. Donc il y a le délai, il y a la quantité aussi quand vous êtes sur des œuvres uniques ou sur des petites séries. N'hésitez pas, c'est la vérité, n'hésitez pas à faire apparaître cette notion de rareté. Dire: «Voilà, est-ce que je vous réserve? Est-ce que je vous réserve cette œuvre? Est-ce que je vous réserve cette création? Je peux vous la réserver pendant 48 heures». Vous pouvez même associer délai et quantité. Là, on est au top. Montrer, voilà, à votre client que vous n'allez pas l'attendre éternellement. Ça, c'est important. C'est vous respectez vous et c'est finalement respecter votre client.
Rassurer le client, ça c'est des choses donc c'est plus pour de la vente en ligne, hein, mais c'est des choses qui marchent très bien. Donc vous pouvez lui dire qu'il a 48 heures pour changer d'avis, qu'il y a du 30 jours satisfait ou remboursé, que les retours sont offerts. Vous pouvez mettre à disposition une foire aux questions, mettre également des articles sur vous, ça rejoint un peu la preuve sociale, mais faites ce qu'il faut pour rassurer vos clients aussi. Parfois certaines créations, certains produits, se vendent cher et c'est totalement justifié, mais par contre, il faut bien rassurer le client derrière. Ça, c'est important. Et également la transparence. N'hésitez pas à être transparent, donc à montrer votre chaîne de valeur. D'ailleurs, j'ai posté récemment là-dessus pour mon site internet parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent: «Ah oui, mais quand même, vos produits sont assez chers». Et en fait, moi, ma marge, elle est très faible et surtout que, vous le savez tous, on est en France, il y a pour la plupart d'entre nous la TVA, il y a les impôts, tout ça, ça a un coût. Et après, en plus, quand on est créateur, il y a le temps que l'on passe sur les produits, à développer, sur les œuvres lorsqu'elles sont uniques. Donc n'hésitez pas à être transparent sur votre chaîne de valeur, sur vos partenaires également. D'où, vient la matière première? Quel type de peinture vous utilisez? Voilà, ça c'est quelque chose qui va toucher aussi votre client et qui va lui permettre de mieux comprendre votre univers, vos prix, vos produits. Heu et au pire des cas, si tout ça, ça ne marche pas, n'hésitez pas, surtout quand un client, va s'en aller, ce ne sera pas un client perdu si vous récupérez son contact, hein. Pensez à récupérer son contact, ça c'est important. Donc ne laissez pas un client s'en aller comme ça, faites un petit listing email, voilà, vous prenez son email et comme ça va vous constituer en plus une base email qui est très, très importante parce que c'est ce qui convertit le plus en termes de vente, les emails. Et pour aussi être transparent, laissez bien vos contacts justement en retour également, comme ça le client peut vous contacter à n'importe quel moment, ça va le rassurer. Un petit film de l'activité, ça marche très bien aussi, n'hésitez pas. Voilà, même avec, votre téléphone, hein, vous faites un petit film, vous envoyez ça à quelqu'un sur la plateforme 5 € qui vous fait un peu l'assemblage, un petit assemblage sympa et vous avez votre petit film que vous pouvez mettre sur votre site internet vitrine ou sur vos réseaux sociaux et ça marche vraiment très fort. Juste 5 € pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'étaient pas au préliminaire, c'est rapidement Laure. 5euros.com, c'est un site de petits services. En fait, vous retrouvez quasiment tout de petits services dans le digital. Et typiquement, si vous leur envoyez vos vidéos un peu brutes et que vous leur dites, bah, est-ce que tu peux m'en faire un film sympa? Pour 5 €, allez voir 20 € max, vous aurez un petit film sympa de votre activité. Vincent, ça répond à votre question? C'était ça? Oui, c'était ça. Parce que la plateforme 5 €, on en a parlé au premier webinaire, c'était pas clair. J'en profite pour glisser une question de Nathalie, en rebondissant. Oui. Je kidnappe le micro. Nathalie demande quand même s'il n'y a pas un risque de brusquer le client ou de lui mettre une pression qui peut le bloquer quand on parle de délai. Alors, en fait, c'est ce que l'on pense, mais on est dans une optique de vente quand même, quoi qu'il arrive. Et donner un délai, vraiment, ça ne va pas brusquer le client, c'est juste vous affirmer en tant que chef d'entreprise. Après, bien sûr, c'est pas juste et ça, je sais que vous le ferez pas, mais bien sûr, si quelqu'un dit, «Bon, c'est dans 48 heures, sinon c'est bon, quoi», hein. Mais si vous lui expliquez le pourquoi du délai, c'est-à-dire, «Est-ce que tu peux me faire un retour d'ici 48 heures? Parce que sinon j'ai un autre client qui serait intéressé, je ne peux pas me permettre, d'attendre au-delà». En fait, en expliquant pourquoi est-ce que vous le faites, en utilisant le jeu notamment, hein, donc voilà, j'ai une problématique parce qu'au-delà de 48 heures, j'ai un autre client qui serait intéressé ou, j'ai d'autres personnes qui pourraient acheter mes créations, je peux vous le réserver à 48 heures. En fait, là, c'est presque l'inverse, vous lui faites une faveur. Et c'est la réalité, encore une fois, là, c'est pas, vendre pour vendre. C'est vous devez apprendre à vous respecter en tant que créateur et chef d'entreprise. Et je vous assure, contrairement à le faire fuir, ça va le faire revenir et ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Voilà. Et du moins essayez, ça vaut le coup, vous allez voir. Essayez sur des clients, vous ne serez pas déçus. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, Nathalie dit merci, donc mais elle n'hésitera pas à se manifester Ouais, via ouais. le Et chat. faites N'hésitez pas. amusez-vous aussi, amusez-vous en vente, c'est important.
Justement pour s'enlever la pression aussi, dites-vous que vous vendez pour vous, mais vous vendez aussi pour eux. Vous vous offrez des produits, même s'il y a un prix derrière. C'est des choses que de vos créations, de votre création d'esprit ou manuelle. C'est quelque chose aussi que, voilà, vous devez enlever cette pression autour de la vente pour ceux qui l'ont et vous amuser en fait. C'est quelque chose que vous allez leur offrir en échange d'une finance en retour, mais en tout cas, voilà, vraiment tester aussi les techniques et celle-ci, en tout cas, de mettre un délai, de mettre une quantité. Et ça, c'est la réalité. Vous ne pouvez pas perdre votre temps avec un client qui vous fait tourner en bourrique pendant des semaines. Là, on est à l'inverse de la productivité. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre de la notion de rareté. Moi, il y a une petite question, Laure. Chloé nous demande, est-ce que les notions de surcommande ou rupture de stock sont pertinentes dans une logique de rareté? Alors, rupture de stock, non, parce que rupture de stock, vos clients vont aller voir ailleurs parce qu'il n'y a plus de stock. Par contre, la quantité, oui, totalement. N'hésitez pas, par exemple, là, j'ai mis des chouchous en soie en ligne. Voilà. Moi, j'étais dans les chouchous hier et j'ai pas hésité. J'en avais 30, j'en ai acheté que 30 pour sonder le marché. J'en ai acheté que 30 sur chaque référence. Je l'ai dit, j'ai dit tout simplement, il y en a 30 en stock. Voilà, vous mettez une quantité, vous associez. En fait, il faut toujours justifier. Il ne faut pas faire peur, comment dire, il ne faut pas leur faire monter l'adrénaline pour monter l'adrénaline pour l'acte d'achat. C'est toujours quelque chose, et c'est là où on revient sur la notion d'authenticité, quelque chose qui est justifié. Donc après, à vous de créer cette justification pour être aligné. Mais par exemple, dire qu'il n'y a que 5 œuvres sur tel thème, c'est tout simplement être honnête et laisser l'opportunité à vos clients d'acheter. Donc encore une fois, c'est pas se brader, ce n'est pas mentir, ce n'est pas en rajouter, c'est juste dire les faits tels qu'ils sont. Voilà. Et c'est quelque chose qui va aider à convertir, à inciter bien sûr vos clients potentiels. Donc c'est important de les faire partager. Oui, une question de Vincent, sur quel réseau avez-vous mis vos chouchous en ligne? Alors, moi j'ai mon site internet e-commerce, hein, de toute façon, donc j'ai mis bien sûr le produit là pour que les gens l'achètent et sinon, j'ai fait connaître ce nouveau produit sur Instagram parce que maintenant j'ai plus de 2 500 personnes sur ma marque et je vais également faire un email aux 4 000 clients, qui sont dans ma liste email. Je vais leur faire un email avec les nouveautés que j'ai ajoutées, ce mois-ci et les chouchous seront dedans. Voilà, j'ai d'autres nouveautés également. Donc, je les partage sur mes réseaux, donc sur Facebook, sur Instagram. Et parce que moi, je suis, on va dire, dans la vente e-commerce. Vous, peut-être que ça peut être du Pinterest, ça peut être d'autres moyens. Et ensuite, je fais donc un email à ma base email et en disant voici les nouveaux produits. Et ça, en général, les clients, s'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, tout le monde ouvre ses emails, tout le monde voit ses emails. Donc ça marche, c'est un bon moyen de connecter avec ses clients potentiels. Ou anciens clients, d'ailleurs, les anciens clients sont beaucoup plus à même de recommander. Donc stocker vraiment tous les contacts de vos clients. Oui, j'essaye en fait de mettre un peu aussi mon vécu parce que je trouve ça plus sympa de partager plutôt que le théorique, de partager du pratique. Je suis vraiment dans une optique action et pratique que juste le théorique. Voilà. OK. Comme tout bon conseil, je trouve que ce qui est très important aussi, c'est quelles sont les erreurs à éviter. Comme tout thème, on va dire, de connaître les erreurs, ça aide dans le quotidien et donc là, en l'occurrence, pour une vente. Donc, vraiment, éviter ces 10 conseils. OK. Le premier, avoir toujours raison. Ces 10 erreurs, pardon. Le premier, c'est d'avoir toujours raison. On en a parlé tout à l'heure, mais vraiment, soyez attentifs, à l'écoute et flexible. Le deuxième, ne pas s'adapter en fonction des interlocuteurs. Donc, vous avez tel produit, par exemple, quelque chose qui peut être dont il faut absolument aborder ici comme sujet, c'est le sujet du prix. Si votre prix est de 98 € pour une création, que votre acheteur vous demande de le baisser à 80 €. C'est un non ferme. Ça, c'est interdit. Vous ne vous bradez pas vos produits, vos formations, vos créations. OK? En fait, le seul moyen de baisser un prix, c'est d'avoir une contrepartie avec ce vendeur.
Donc, soit par exemple, il vous achète 2 produits. Là, 2 produits, forcément, vous pouvez baisser le prix parce que ça, mais à iso-situation, donc vraiment à situation égale, s'il ne vous achète pas plus de produits, s'il ne vous fait pas une offre en plus pour baisser votre prix, vous ne le baissez pas. Si vous avez choisi un prix, c'est qu'il est juste. Faites attention à ne pas vous brader parce que déjà, de 1, financièrement, ça va pas être bon pour votre pérennité et de 2, ça décrédibilise en fait votre travail. Donc vraiment, quand on dit, ne pas s'adapter en fonction des interlocuteurs, oui, il faut s'adapter, mais s'adapter, ça, il faut préparer ses offres avant. Ça, c'est un boulot à faire de votre côté, à travailler votre offre globale, hein. C'est pas que le prix, c'est qu'est-ce que vous pouvez lui proposer. Si le prix est trop cher, vous pouvez lui dire: «OK, bah, du coup, je vous en propose 2 pour ce prix-là parce que moi», encore une fois, vous justifiez, «parce que moi, ça me fait gagner en temps, donc ça m'arrange que vous en preniez 2 et c'est avec plaisir que dans ce cas-là, je peux vous descendre le prix de 98 € à, j'en sais rien, 78 €». Voilà, ça, c'était pour la parenthèse sur le prix. Ne surtout pas se brader, ne pas changer de prix à iso-situation. 3e erreur, c'est essayer de changer l'avis de l'autre. Voilà, le client arrive avec son avis, tout le monde a des avis. S'il y en a bien un qui doit faire l'effort dans la vente de s'adapter, c'est le vendeur, c'est vous. OK. Laure, excuse-moi, Oui. on voit plus ton slide. Tu peux essayer de refaire un partage? Bien sûr. Hop. Voilà. Et voilà. Ouais, normalement, moi, je la vois. Donc, si vous ne la voyez pas, n'hésitez pas à vous manifester dans la fenêtre de chat. Donc le 3e, c'était essayer de changer la vie de l'autre. Le 4e, oublier de poser des questions précises. Si vous sentez qu'un client, n'est pas convaincu, n'hésitez pas à lui demander pourquoi est-ce qu'il n'est pas convaincu sur ce thème-là. Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui le freine? Voilà, c'est lui poser des questions et le plus précises possible pour comprendre son besoin et ses réticences. Laisser des zones d'ombre aussi. Ça, c'est jamais bon. Alors, quand il y a de l'achat, on va dire vraiment achat unique. Mais le but, c'est que vous ayez jamais des clients uniques, hein. Le but, c'est que vos clients, vous les recontactiez par email, vous leur donniez vos créations en visibilité, voilà, qu'ils puissent voir vos nouvelles créations via, par exemple, des emails ou un autre réseau social. Donc c'est vraiment, vous devez être OK parce que ce client, quand il va vous acheter, il faut que tout soit clair, que vous soyez d'accord sur les termes, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Sinon, ça, c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour la relation long terme avec vos clients. Donc n'hésitez pas, encore une fois, c'est la transparence. Baisser son prix sans contrepartie, ça finalement, je l'ai bien mis, c'est une erreur, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est, c'est vraiment je dirais presque j'aurais dû la mettre en premier, hein. C'est l'erreur numéro 1, surtout quand on est créateur. On sait que tant qu'il n'y a pas une industrialisation ou, de la création de moyennes séries, financièrement, ça peut nous mettre à risque de baisser son prix, donc ne le faites pas. Sauf bien sûr avec une contrepartie. En 7, montrer que l'on veut gagner au détriment de l'autre. Là, c'est peut-être plus pour les négociations un peu plus importantes, mais quand même, c'était important de le mettre. Faites toujours sentir à l'autre que même si, il n'a pas eu gain de cause, que par exemple votre prix, vous l'avez laissé à 98 € et qu'il vous l'achète, montrez-lui que c'est lui qui a gagné en fait dans cet échange. Ça, c'est important, OK? Ou du moins que c'était un win-win, c'était un gagnant-gagnant. Voilà. Ne le laissez pas partir en se disant: «Oh là là, quand même, je suis frustrée, elle a pas voulu descendre son prix». Voilà, ça c'est des choses qu'il faut éviter. Montrer qu'on est méfiant, bon ça c'est la base, mais voilà, il faut toujours être dans une relation de confiance. Oublier de sourire, même au téléphone, le sourire ça se sent, donc le sourire, et c'est démontré d'ailleurs, hein, les ventes il y a une augmentation des ventes, qui est corrélée au fait de sourire. Et ce qui est important aussi, c'est oublier de lever les objections de vos clients. Tous les clients ont des objections sur des produits. Est-ce que la teinture végétale, va parce que moi j'ai eu ces questions-là, est-ce que les teintures végétales vont ternir au lavage? Est-ce que, enfin voilà, c'est un peu tout ce
tout ce qui peut ne faire que votre client n'achète pas. Ça, il faut bien que vous ayez toutes les objections en tête et ça, c'est valable pour tous les secteurs, hein. Et c'est ce qui fait que vous pourrez mieux parler à vos clients. Laure, question de Corinne, pourquoi éviter la frustration? La frustration du client? Oui, Parce enfin, que c'est comme ça que je comprends. ouais, parce qu'en fait, sur le long terme, il ne faut pas se dire qu'un client, c'est du one shot, que c'est pour un achat. Dès qu'il y a un client qui achète chez vous, comme je disais, il faut prendre son contact, il faut essayer de le garder parce que vos clients actuels sont vos meilleurs clients futurs, en fait. Moi, aujourd'hui, j'ai 10 à 15 de taux de clients récurrents. Donc, en fait, si je les ai satisfaits, qu'ils n'ont pas été frustrés de leur achat, ils vont revenir ou ils vont vous recommander. La recommandation, c'est un puissant levier aussi de vente. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire en sorte que l'autre ne soit pas frustré. Ça, c'est bon pour la réponse? J'ai pas mis le micro. Corinne, est-ce que cette réponse vous convient? On peut débattre à la fin, hein. Attention, le débat et tout. On peut se le garder aussi sur un coin. Mais il faut vraiment, en Ou un fait, avoir webinaire une entier sur relation. faut-il frustrer ses clients? Parce que Laure nous a dit effectivement au début, il faut se faire respecter, mais jusqu'où on les brusque, jusqu'où? Mais en fait, se faire respecter est totalement différent de les frustrer. Se faire respecter, c'est parler en disant de nos ressentis, en parlant de notre travail, c'est faire respecter son travail. Et c'est là où justement votre client, il ne sera pas frustré parce qu'en fait, il y a une justification derrière tout ça. Ce qui va créer la frustration chez votre client, c'est s'il ne vous comprend pas, qu'il ne comprend pas votre tarif, qu'il ne comprend pas le temps, l'énergie que vous y avez passé. Alors que si vous expliquez tout ça, vous préparez bien avant vos arguments de vente, hein, c'est ça, donc votre authenticité, le temps que vous y passez, l'énergie. En fait, votre client, ça va devenir limpide, il va être OK et il va même être content d'acheter le prix, enfin votre produit au prix que vous le vendez. Ok, Voilà. alors, donc, Corinne, apparemment, a compris la réponse et semble satisfaite. Merci. Question de Vincent. Point numéro 10. Pourquoi ne pas lever les objections? Est-ce que cela ne contribue pas à rassurer le client? Si, justement, c'est l'inverse, hein, que j'ai dit. C'est il faut lever les objections de vos clients. L'erreur, c'est ne pas lever. D'ailleurs, je vais modifier de ce pas en direct. Mais alors, on vous a pas dit, mais c'est une session interactive. On fait le document en même temps qu'on parle. Non, c'est ne pas Non, mais lever de les l'intérêt de objections de vos préciser. clients. Merci. Voilà, merci d'avoir précisé parce que ça aurait été, pas dramatique, mais vraiment mauvais que vous pensiez l'inverse pour les ventes. Donc voilà, non, c'est ne pas lever les objections de vos clients. Il faut justement, anticiper, tout ce qui peut bloquer une vente, que ça soit sur vos œuvres uniques, par exemple ceux qui font des tableaux, je sais pas, peut-être avec de l'aquarelle. Est-ce que, l'aquarelle ne va pas, s'estomper au fur et à mesure et dans 5 ans, ça sera complètement, l'œuvre ne ressemblera plus à celle que j'ai achetée. Donc ça, par exemple, vous pouvez lever cette objection pour des choses qui sont, qui se lavent, des petites créations, de couture, voilà, en machine. Est-ce que ça tient bien en machine? Et dans ce cas-là, vous pouvez lever les objections et en plus dire qu'est-ce qu'il faut faire, donner des recommandations. Et là, on est pas mal. Donner des recommandations à vos clients. Ça aussi, c'est par rapport à vos produits, bien sûr. Ça, c'est vraiment pas mal. Comme ça, ils vont sentir que vous maîtrisez en plus à 100 le sujet, ils vont être encore plus en confiance. Tout ça, c'est ce qui amène à de la confiance, en fait. Et la confiance amène à l'achat et à la relation long terme. OK. Alors, attitude à adopter. Soyez vous-même. Ouais, vraiment, si vous êtes, par exemple, si vous êtes timide, plutôt réservé, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Vous pouvez même être meilleur vendeur que des gens qui sont extravertis. Être timide, mais du moment que vous avez préparé, que vous connaissez votre discours, vous êtes fier de vos produits, ça, vous pouvez vous permettre d'être vous-même et quoi qu'il arrive, votre interlocuteur va le sentir et encore une fois, ça va amener de la confiance et du respect. L'écoute active, bien sûr. Mettez-vous sur la même longueur d'onde, c'est important. Adaptez-vous à votre client dans la mesure du possible, voilà, pour qu'il y ait un climat de confiance. Si vous avez un client qui parfois vous embête un peu, je pense qu'on en a tous eu, sur des détails, qui peuvent vous paraître vraiment minimes,
c'est pas grave, mettez-vous sur la même longueur d'onde, dites-lui bien: «Je comprends, en effet, je peux comprendre, votre inquiétude sur ce sujet». Voilà, vous constatez vraiment, son inquiétude, vous la recevez, donc ça déjà le client va se sentir compris et ensuite vous répondez, d'un point de vue totalement objectif sur son inquiétude, par exemple. Recevez toujours votre interlocuteur avec respect et bienveillance. Bon, en ces temps un peu compliqués, la vente physique se raréfie, mais j'espère bien qu'elle va revenir et vraiment à chaque fois, peu importe l'historique d'ailleurs avec le client, essayez de toujours être aligné et accueillir vos clients avec respect et bienveillance. Et d'ailleurs, c'est là où vous-même, vous allez vous sentir aussi, vous allez vous sentir à l'aise dans une vente parce que finalement, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour lui. Ça, c'est important de vous mettre dans cet état d'esprit. Vous voyez, c'est que, vous n'essayez pas de lui vendre quelque chose, vous essayez plus de lui offrir quelque chose, encore une fois, sur lequel vous avez bossé. Voilà, utilisez le «nous» lorsque possible. Alors ça dépend, peut-être quand vous êtes des créateurs, solo, heu, le jeu est très bien. Le «nous», c'était plus, par exemple sur la marque, Émilie Spilot. Alors on est plusieurs maintenant, on est 4, mais dès le départ, j'utilisais plus le «nous» parce que, de suite, on paraissait plus grand qu'on ne l'était, en fait et ça, c'est très important pour rassurer les clients, montrer qu'en fait, il y a toute une organisation derrière qui permet de répondre à tous les besoins du client. Et enfin, n'oubliez pas, vous avez aussi le pouvoir, en tant qu'acheteur, donc ne vous bradez pas, tant pis s'il n'achète pas au tarif. On va pas y revenir dessus, j'ai bien insisté, mais c'est la clé. Voilà, donc à retenir, si vous ne deviez retenir que quelques petites choses, ce sont ce sont les 8 ici. Donc je ne vais pas les redire parce que c'est le résumé, c'est pour les gens qui vont revenir sur la présentation. Voilà, vous pouvez les noter en tout cas, mais voilà, c'est très important que ces 8 petites cases là, vous les ayez en tête et encore une fois, que vous preniez plaisir, à vendre vos produits, en fait. Vous vous êtes arraché pour, vos créations, vous vous arrachez au quotidien. C'est pas évident la voie que vous avez choisie de bosser à son compte, surtout en France, c'est pas évident, il faut le dire. Donc soyez fiers, de vos produits, mettez-les en avant, vendez en toute authenticité. Ne vous laissez pas faire aussi par vos clients. Quand ils vont trop loin, vous leur dites: «Écoutez, là, je n'apprécie pas». C'est quelque chose aussi que le client peut apprécier. Souvent un client qui va chercher, qui qui va nous manquer de respect, en fait, quand on lui met la limite, le client attend qu'on lui mette la limite. Vraiment, moi, j'ai eu des mails de clients pendant le dernier confinement, des colis qui avaient été perdus et qui n'étaient pas arrivés. J'ai presque eu des mails d'insultes et là, j'ai changé de ton. Je les ai pas insultés en retour, bien sûr, mais j'ai juste dit: «Écoutez, je ne comprends pas votre réaction. Je vous réponds, je suis présente. Pourquoi me traitez-vous de la sorte?» C'était pas exactement ce que j'avais utilisé, mais voilà, c'est l'image à retenir, quoi. C'est que vous aussi, vous devez vous faire respecter en tant que créateur et in fine en tant que vendeur. Voilà et vraiment encore une fois prendre du plaisir. Ça, c'est super important. Voilà.